Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ces photos, ces diapositives sur vos écrans venaient de Londres. À Londres, où 100 ou 150 personnes à peu près ont été blessées par des explosions de bombes dans le centre de la ville. Tout le cœur de la capitale s'est transformé à un moment donné, aujourd'hui, en un lieu de terreur et de fuite. Des sirènes d'ambulances se frayant un chemin dans la city à travers la foule qui fuyait dans tous les sens afin de parvenir à porter secours aux victimes. Les infirmières qui faisaient grève depuis quelques jours dans les hôpitaux et qui ont repris leur travail pour porter secours aux victimes, telle était l'image exceptionnelle aujourd'hui de la plus grande ville d'Europe. Et selon le ministre de l'Intérieur, les attentats ont été revendiqués par l'IRA provisoire, l'organisation extrémiste irlandaise, en ce jour où un référendum avait justement lieu en Irlande du Nord. Que s'est-il passé exactement? Thierry Citivo va nous donner les détails. Oui, le ministre de l'Intérieur a indiqué que la police londonienne avait pris des précautions car elle avait réussi à infiltrer certains de ses agents parmi les membres de l'IRA. Aussi, 150 hommes du groupe des patrouilles spéciales de Scotland Yard avaient été mis en alerte et ratissaient tout le centre de Londres à la recherche des voitures isolées. La police avait demandé à la population londonienne de signaler toutes les voitures suspectes. Aussi, en quelques heures, Scotland Yard a été véritablement inondé d'appels téléphoniques de toutes sortes, des gens qui disaient « j'ai vu une voiture en stationnement depuis 48 heures ». Il s'agissait bien souvent de voitures de banlieusards. Ce qui est frappant, et vous allez le voir sur une carte, c'est que l'IRA a frappé à deux endroits. Il a frappé d'abord dans le centre des affaires et ensuite dans le centre politique. Voici une carte de Londres et grosso modo les explosions ont eu lieu centre politique, vous voyez Whitehall, Foreign Office, une alerte à la bombe, ici des bombes désamorcées, une bombe ce matin devant Scotland Yard, et une explosion dans le centre des affaires, tribunal d'Old Bailey, deux alertes à la bombe, une alerte à la bombe au Time, une alerte à la bourse. Grosso modo, l'IRA a choisi véritablement son endroit et pour avoir plus d'impact. Aussi, je crois qu'il serait intéressant tout de suite de pouvoir entrer en communication avec notre correspondant à Londres, Michel Texier, qui a vécu ces explosions cet après-midi. Et voici les impressions qu'il en a ramenées. Deux explosions ont secoué le cœur de Londres cet après-midi et trois autres bombes de forte puissance ont été désamorcées au dernier moment. Et un Londonien m'a même dit qu'on n'avait rien vu de tel depuis la guerre. L'équipe de l'ORTF, en arrivant sur les lieux quelques instants après la première de ces explosions, trouvait déjà toute la police mobilisée, les voitures de pompiers et les ambulances. C'est à 15 heures que la première bombe explosait dans le quartier de Westminster, à 2 pas du ministère des Affaires étrangères et de la résidence du Premier ministre, où précisément M. Heath recevait le nouveau Premier ministre d'Irlande du Sud, récemment élu. Des centaines de vitres et des fenêtres brisées par la déflagration avaient fait une quinzaine de blessés légèrement atteints. La bombe avait explosé dans une voiture en stationnement qui fut littéralement volatilisée 10 minutes après un avertissement téléphonique anonyme, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de blessés graves. Par mesure de précaution, le ministère des Affaires étrangères avait été évacué et le ministre lui-même, M. Sir Alec Douglas-Home, avait dû quitter son bureau. Quelques instants plus tard, une secousse sourde et un nuage de fumée sur la cité de Londres, en face d'Old Bailey, qui est la cour de justice suprême, un engin avait explosé dans une voiture qui fut totalement désintégrée, et là encore après un avertissement téléphonique anonyme. La déflagration brisait des milliers de vitres qui blessaient une centaine de personnes, notamment des passants qui se réfugiaient affolés dans les boutiques voisines. Mais le pire a peut-être été évité. Deux autres bombes, l'une déposée devant le siège du Parti conservateur, l'autre devant l'immeuble de Scotland Yard, ont été désamorcées au tout dernier moment. Cette dernière aurait pu provoquer un désastre. 85 kilos de gélinite camouflés à l'arrière d'une voiture devaient exploser à 15 heures. Là encore, des coups de téléphone anonymes avaient prévenu la police. On est bien persuadé ici qu'il s'agit d'actes de terrorisme commis par des extrémistes irlandais, le jour du référendum en Irlande du Nord. 3 suspects qui s'apprêtaient à prendre l'avion il y a quelques instants à l'aérodrome de Londres en direction de Belfast ont été arrêtés. Il y a du nouveau, plusieurs autres personnes viennent également d'être arrêtées. Il s'agit d'Irlandais qui allaient regagner l'Ulster. Mais nous venons de recevoir d'autres images d'Ulster, d'autres images de Londres. Vous allez voir d'autres explosions. Ces images sont assez frappantes. Ce qui est frappant également, c'est que l'IRA a prévenu à chaque fois qu'une bombe allait sauter, ce qui a permis d'évacuer, là aussi sur ces images, tout le quartier. Les blessés, on peut les estimer à 100 pour
la bombe qui a explosé devant le tribunal d'Old Bailey et pour 14 pour la bombe placée au centre de recrutement de l'armée. Les blessés les plus gravement touchés sont sûrement ceux du tribunal d'Old Bailey. Une trentaine d'entre eux ont été hospitalisés dans un état plus ou moins grave. Certains ont été touchés par des éclats de verre, d'autres par des éclats métalliques provenant de la voiture piégée. Les alertes à la bombe continuent à se multiplier. Le château de Windsor vient d'être évacué car on avait signalé qu'une bombe allait y exploser. Et puis, cet après-midi, tout le long de l'après-midi, différents quartiers de Londres ont été ainsi secoués, soit par des explosions, soit évacués, ce qui a ajouté une très grande confusion car il y régnait à Londres actuellement la grève des métros et des autobus. Mais ce qui explique ces explosions, c'est sûrement le référendum en Irlande du Nord. L'IRA a revendiqué ces attentats et d'ailleurs on signale en Ulster, c'est-à-dire en Irlande du Nord, 4 bombes ont explosé à Belfast et 5 autres à Londonderry. Vous allez voir les images de ce référendum dont le résultat était connu et dont on a oublié un peu l'enjeu à cause des explosions et des événements de Londres. De ce poste frontière à une dizaine de kilomètres au sud de Newry, sur la route de Dublin, il ne reste que cela. L'IRA l'a fait sauter une bonne dizaine de fois, ainsi que la majorité des postes frontières entre les deux Irlandes. Si bien qu'aujourd'hui, les douaniers ont décidé de ne plus les reconstruire et de les remplacer par des caravanes. À la nuit tombée, caravanes et douaniers s'en vont, ainsi entre 9 h du soir et 7 h du matin, la frontière est-elle des plus perméables. Cette frontière est justement le surnom que les Irlandais ont donné au référendum qui s'est déroulé aujourd'hui, le référendum de la frontière. Voulez-vous être indépendant, rattaché à l'Irlande du Sud ou rester sous la bannière anglaise? Telles sont les questions auxquelles ont dû répondre les Irlandais du Nord. Les Irlandais, mais surtout les protestants, car eux seuls font preuve d'intérêt en ce qui concerne le résultat de ce scrutin. Les catholiques, quant à eux, dans leur ensemble, ont depuis le début ignoré la campagne électorale. C'est ce matin vers 6 h que l'armée et la police sont venus chercher toutes les urnes, les acheminant dans les localités les plus distantes par hélicoptère. 32 000 hommes ont été et sont encore en alerte sur tout le territoire. On craignait des attentats sur les lieux de vote, mais les seuls incidents enregistrés ont été, jusqu'à présent, 6 explosions de bombes dans le centre de Belfast et 5 à Londonderry, loin des bureaux de vote, ne faisant aucune victime. Ce matin, chaque urne était militairement accompagnée dans les bureaux et toute la journée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, une vingtaine de soldats surveillaient les alentours. Les bureaux de vote protestants ont connu un va-et-vient permanent. Dans l'ensemble, la participation protestante devrait être assez forte. Par contre, les bureaux catholiques ont été presque désertés, tel celui-ci qui n'a vu que 5 votants sur plusieurs centaines d'inscrits. À 20 h, le scrutin sera clos et toutes les urnes seront acheminées pendant la nuit vers Floral Hall, une ancienne salle de bal au milieu du zoo de Belfast, entourée de collines, sur lesquelles ce soir plusieurs centaines d'hommes seront massés. Le résultat du scrutin sera connu dans la journée de demain, un résultat qui sera sans surprise. L'Irlande du Nord devrait rester anglaise. Mais c'est surtout la réaction catholique dans les jours qui viennent qui reste la plus à craindre. C'est Denis Poncet qui présentait ce reportage de nos envoyés spéciaux en Irlande. D'autre part, une dépêche de Londres me dit que l'une des personnes blessées aujourd'hui a succombé à ses blessures et qu'il y a 115 blessés. À Bruxelles, aujourd'hui, réunion des ministres des Finances des 9 pays de la communauté. Ils ont mis au point une position commune à la veille de la grande négociation sur les questions monétaires internationales qui se tient demain matin à Paris et qui réunit les ministres des Finances des pays d'Europe,
d'Amérique du Nord et du Japon. Cette position commune peut s'expliquer en 2 points, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Primo, défense de la valeur actuelle du dollar par tous les pays, y compris les États-Unis. Secondo, contrôle des mouvements de capitaux, ces milliards de dollars qui circulent à travers l'Europe et dont l'existence et les spéculations qu'elle entraîne sont justement à l'origine de la crise actuelle. Quel est l'enjeu des négociations de demain? De quoi s'agit-il? À quoi voudrait-on parvenir? Les explications de Patrice Duhamel. C'est ici, avenue d'Iéna, au siège parisien du Fonds monétaire international. C'est autour de cette table de conférence que la grande négociation Europe-Japon-États-Unis va donc s'engager demain. Il y aura là les représentants de 13 pays, les 9 du marché commun, plus les États-Unis, le Japon, le Canada, la Suède et la Suisse en tant qu'observateurs. Et cette fois, toutes les cartes devront être abattues, car la crise monétaire actuelle, selon tous les observateurs, est la plus grave depuis bien longtemps, la plus grave, disent certains, depuis la grande crise de 1930. Il faut donc sortir du tunnel. Les marchés d'échange sont fermés depuis lundi, partout en Europe, ainsi qu'au Japon. Pendant ce temps, sur les marchés parallèles, le dollar est toujours fiévreux. Cette crise aiguë qui grippe les rouages du commerce international et qui met donc en cause le niveau de vie et l'emploi, a une cause immédiate et une cause profonde. La cause immédiate, c'est la défiance envers le dollar. La monnaie américaine brûle les doigts, ceux qui en possèdent veulent la changer contre des monnaies plus fortes, le mark allemand en particulier. C'est un phénomène en boule de neige qui nourrit de lui-même la crise actuelle. La cause profonde, c'est que depuis août 1971, le système monétaire international est comme une automobile qui n'a plus que 2 roues. À cette date, le président Nixon suspend la convertibilité du dollar en or. C'en est fini d'un équilibre précaire, caractérisé par le déficit des comptes américains et par le fait que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Et depuis, malgré 2 dévaluations successives du dollar, les crises se succèdent. Cette fois, le point de non-retour est donc atteint. Les Américains, qui seront présents en force demain matin à Paris, veulent que l'Europe fasse à son tour des sacrifices, qu'elle mette en place des édifices solides pour se protéger des capitaux spéculatifs qui déferlent sur ces marchés. Réponse européenne, le mal vient des États-Unis, c'est là-bas qu'il doit être soigné. L'Amérique, disent les Européens, devrait par exemple contrôler plus sévèrement les sorties de capitaux. Pour arriver à un accord, chacun devra donc faire des concessions. Du côté américain, éviter que les 80 milliards de dollars baladeurs et spéculateurs continuent d'envahir l'Europe. Du côté européen, trouver une réplique contre la spéculation et puis accepter une partie des revendications commerciales présentées par les États-Unis. Le problème se situe maintenant à ce niveau. Monnaie et commerce vont peut-être se trouver au même rang dans les négociations. La grande confrontation commerciale prévue pour l'automne prochain va sans doute commencer dès demain. Entre Américains, Japonais et Européens, ce sera vraiment l'heure de vérité et les Européens joueront le dernier round dimanche à Bruxelles. Passons au Vietnam. Après plusieurs conversations à Paris, les Américains et les Nord-Vietnamiens ont constitué une commission économique. Elle commencera ses travaux la semaine prochaine, également à Paris. D'autre part, un accord est intervenu entre Saigon et le gouvernement révolutionnaire provisoire pour commencer des négociations officielles sur l'avenir politique du Sud-Vietnam. Il a fallu 8 séances en 1 mois pour y arriver. Voici la déclaration du délégué de Saigon à sa sortie ce matin du centre de conférence internationale de l'avenue Kléber. Ce matin, à Paris. D'abord, le siège choisi pour les réunions entre les 2 parties sud-vietnamiennes sera le château de la Selle Saint-Cloud, que le gouvernement français a bien voulu mettre à la disposition des 2 délégations. Nous avons échangé aujourd'hui les listes de nos délégations. Elles seront rendues publiques samedi 10 mars entre 6 et 9 heures, heure de Saigon. Quant à la séance inaugurale, nous nous sommes convenus qu'elle aura lieu le lundi 19 mars 1973 à 10h30 au château de la Selle Saint-Cloud. Pour le délégué du GRP, le château de la Selle Saint-Cloud n'a été choisi que comme endroit provisoire. Est-ce qu'il y a donc des discussions pour trouver un autre endroit pour la conférence? C'est ça. Et cet endroit serait-il situé en France ou dans un autre pays, au Vietnam par exemple? À Paris, et en même temps on va discuter aussi pour qu'on ait un endroit aussi vietnamien. C'est avec un certain retard que ces négociations sur l'avenir politique du Sud-Vietnam vont s'ouvrir.
Les accords de Paris du 27 janvier dernier prévoyaient en effet qu'elle devait avoir lieu immédiatement après la signature du cessez-le-feu, les deux parties sud-vietnamiennes devant se réunir pour créer un Conseil national de réconciliation à 3 composantes, conseil chargé de préparer des élections générales. Ces négociations devront également servir à déterminer la forme des élections, Saigon les voulant présidentielles ou législatives, le GRP préconisant des élections à une constituante. Il était prévu que toutes ces questions devaient être réglées dans les 90 jours suivant la signature du cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui est assez peu respecté sur le terrain, il faut bien le dire. Est-il donc possible que s'ouvrant le 19 mars, ces négociations puissent aboutir fin avril, alors que les problèmes à régler sont fondamentaux pour le Sud-Vietnam? Le maintien du régime actuel, par exemple, ou le retrait des soldats nord-vietnamiens. En 4 ans, les négociateurs de l'avenue Kléber n'avaient pu aboutir à un résultat. Mais si les deux camps le désirent vraiment, alors tous les obstacles pourront être surmontés dans les délais prévus. Commentaire de Christian Bousquet. J'en viens aux élections. Nous sommes à 3 jours du deuxième tour. La situation s'est considérablement éclaircie. Je vous rappelle qu'il y aura 328 duels, comme l'on dit, 100 circonscriptions où 3 candidats s'opposent les uns aux autres, et une circonscription pour laquelle il y a 4 candidats pour le siège. Hier, nous vous avons donné très en détail la physionomie de toutes les circonscriptions, physionomie qui d'ailleurs pourrait subir quelques légers changements d'ici à dimanche, puisque les candidats, vous le savez, ont toujours la possibilité de se désister ou de se retirer purement et simplement. Ce n'est donc pas avant dimanche en fait, qu'en vous rendant dans votre bureau de vote, que vous connaîtrez le nombre exact de candidats qui sollicitent vos suffrages, qui restent en lice, et ce, ma foi, en regardant le nombre de bulletins qui seront mis à votre disposition. À Nantes, un dernier hommage ce matin a été rendu aux victimes de l'accident d'avion il y a 3 jours où 2 appareils espagnols sont entrés en collision. Une cérémonie religieuse s'est déroulée en plein air sur l'esplanade du quartier militaire Richemont. Mais que s'est-il passé exactement? L'enquête se poursuit, tandis qu'à Madrid, le président de la compagnie Spantax, dont l'avion Coronado endommagé avait atterri à Cognac, donne sa propre opinion. Jean-Pierre Chapelle fait le point. Pendant que se déroulaient les obsèques des 68 victimes de la catastrophe, sur place, en Charente-Maritime, la commission d'enquête a terminé ses travaux préliminaires. Cette commission, présidée par M. René Lemaire, chef de l'inspection générale de l'aviation civile, comprend des représentants de l'aviation civile espagnole, d'Eurocontrol, ainsi que 2 pilotes civils désignés à titre d'experts. La commission a examiné sur place tous les débris du DC-9 d'Iberia, répartis sur plusieurs kilomètres carrés. Les enquêteurs disposent déjà de nombreux éléments très importants. Ils ont pu retrouver et faire décoder la bande de l'enregistreur d'accident du DC-9. Ils disposent également de l'enregistreur du Coronado qui a pu se poser à Cognac. Le commandant Arenas, qui pilotait le Coronado, et son équipage ont été entendus et leurs explications fournies aux enquêteurs. Il faut noter qu'aujourd'hui, rentré en Espagne, le commandant Arenas a déclaré qu'il avait eu beaucoup de difficultés à s'expliquer avec les contrôleurs de Bordeaux. Les conversations entre pilotes et contrôleurs étant enregistrées, aussi bien dans l'avion qu'au sol, la commission d'enquête pourra donc rapidement se faire une opinion. Un point avait intrigué les enquêteurs et provoqué de nombreuses interprétations dans la presse espagnole. Des traces de peinture verte avaient été découvertes sur les débris du DC-9, or le Coronado était peint en bleu et blanc. Mais aujourd'hui, le mystère est éclairci, le président de la Spantax a reconnu que son appareil était également recouvert d'une couche de peinture anti-corrosion, peinture de couleur verte. Les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé les morceaux d'ailes arrachés au Coronado au moment de la collision. Sur place, la commission a donc terminé ses travaux. Il va falloir maintenant étudier et analyser les éléments recueillis. Dernière précaution, tous les débris du DC-9 ont été ramassés cet après-midi et stockés dans un hangar de l'aérodrome de Château-Bougon. Il reste ainsi à la disposition de la commission d'enquête et de la justice. Quant au trafic aérien en France, il demeure extrêmement réduit. La Fédération des navigants de l'aviation civile a réaffirmé son refus d'assurer les vols sous contrôle militaire, c'est-à-dire sous le plan Clément Marot, et la CFTC a demandé à M. Messmer d'intervenir dans le conflit entre les aiguilleurs du ciel et les pouvoirs publics, disant en substance, après 15 jours d'efforts incessants pour tenter d'ouvrir une négociation, nous demandons au gouvernement de dire franchement
s'il choisit la voie de la négociation ou la poursuite de l'épreuve de force, avec tous les risques qu'elle comporte. À signaler que les compagnies européennes qui continuent à assurer les vols vers la France sont la Swissair, Suisse, et la Sabena, Belgique. D'autre part, les autorités de l'aviation civile allemande étudient en ce moment la reprise des vols de leur pays vers la France. Une étrange affaire. En Bretagne, un cargo battant pavillon du Panama s'est échoué dans le Finistère il y a quelques jours. On parlait d'une avarie de machine, tout cela semblait suspect aux douaniers. Les douaniers, vous le savez, ont beaucoup de flair. Alors, avec beaucoup de persévérance, ils ont découvert beaucoup de hashish. La manière dont tout ceci s'est produit est fort étrange. Et nos camarades d'ORTF Rennes se sont rendus à Bénodet. Bénodet était célèbre pour ses filles. Voilà qu'il va devenir célèbre par son hashish. Bénodet, port tranquille du Finistère, n'avait pas besoin de cette notoriété. Depuis une semaine, un navire usé, en mauvais état, était amarré en panne de moteur, semble-t-il. Un pavillon panaméen, un équipage cosmopolite, les nombreuses communications téléphoniques d'un de ses membres suffirent à intriguer les douaniers. Le curieux manège de l'armateur, du capitaine du bord et de ses 5 marins entraîna une première fouille. Résultat décevant. Sous prétexte de tourisme, l'étrange équipage part soudain visiter la Bretagne, la France et probablement l'étranger. C'est alors qu'une fouille un peu plus poussée permet aux douaniers de découvrir dans les cuves à eau 1300 kilos de hashish. Il fallait y penser. Les 7 convoyeurs de cette marchandise, probablement venus d'Afrique du Nord, ne sont hélas pas retrouvés. Le motif de leur voyage avait en effet de quoi étonner. 110 tonnes de liège étaient bien chargées dans les cales, mais le prix de leur vente n'aurait pas suffi à payer le voyage de Lisbonne, où elles avaient été embarquées, à Rotterdam, hypothétique port de livraison. Remorqué aujourd'hui de Bénodet à Quimper, le Spurt, c'est le nom du navire, a subi une autre série de fouilles qui semble pour l'instant n'avoir rien donné. Un manuscrit du général de Gaulle qui avait été vendu aux enchères Saldreau à Paris le 22 février dernier et acquis par un homme d'affaires de Bruxelles, eh bien, ce manuscrit, qui est, semble-t-il, l'un des brouillons du fameux appel du 18 juin, sera rendu à la France demain. M. Charlie de Pauw, l'acquéreur belge, a estimé, après réflexion, qu'il ne pouvait pas priver les Français d'un tel document historique. Il a donc décidé de l'offrir à l'ordre des Compagnons de la Libération, dont le chancelier, vous le savez, est M. Étier de Bois-Lambert. Une trentaine de lignes raturées sur un papier chiffonné où le général de Gaulle analysait la défaite et demandait aux Français de l'aider à sauver la patrie. Voilà le document qui a été vendu aux enchères le 22 février dernier et acheté pour 10 millions d'anciens francs par un homme d'affaires belge. Comme grand admirateur du général de Gaulle, mon espoir était d'un jour pouvoir acquérir une pièce manuscrite. Alors, vous êtes venu spécialement à Paris au moment où vous avez appris la vente de cette pièce. Dès que j'ai appris par la presse qu'il y avait un manuscrit en vente du général, je me suis rendu à la vente, Drouot, à la salle Drouot, et j'ai participé aux mises aux enchères. Et très rapidement, les enchères ont passé de 4 000 à 23 000. Et à 23 000, un monsieur représentant le musée du général s'est levé et a fait savoir qu'il représentait le musée. Je me suis évidemment à ce moment-là abstenu de surenchérir. Mais les enchères ont continué. Et j'étais très étonné de voir que le musée abandonnait aux environs de 40 000 nouveaux francs. À ce moment-là, j'ai repris le relais et nous sommes allés à 90 000, 100 000. Et la pièce m'a été attribuée. 10 millions. 10 millions d'anciens francs. À ce moment-là, je suis sorti de la salle, j'étais immédiatement entouré par beaucoup de monde. Un monsieur s'est présenté, il se nommait l'amiral Lahaye, représentant les Compagnons de la Libération. Il m'a dit, monsieur, je suis confus, cette surenchère est inattendue, c'est vraiment navrant que nous en soyons arrivés là. Je lui ai dit, mais l'amiral, je ne vous ai pas vu surenchérir. Il dit, non, c'est ici monsieur Reims qui l'a fait pour nous. J'ai dit, c'est dommage qu'il ne se soit pas fait connaître en disant qu'il représentait les Compagnons de la Libération. À ce moment-là, je me serais abstenu, comme je l'avais fait pour le musée, et tout aurait été pour un mieux. Oui, a dit monsieur Reims, mais j'aurais influencé la vente, je n'avais pas le droit. Alors m'a demandé l'amiral Lahaye, que comptez-vous faire? Ben, j'ai dit, que désirez-vous? De toute façon, je suis prêt à vous léguer la pièce. Après quelques jours de réflexion, j'ai proposé à monsieur Étier de Bois-Lambert
en accord avec le vendeur, comme un accord, d'offrir la pièce sans profit pour aucun, de manière telle qu'elle aille là où les compagnons de la Libération le désiraient. Il y avait eu toute une série, en fait, de manuscrits du général de Gaulle. Probablement 5 ou 6 manuscrits de l'appel aux armes. Il y en a déjà un qui est ici, qui était en ma possession et que, bien entendu, j'ai donné à nos collections. Il y en a plusieurs qui ont dû être donnés par la famille du général aux archives nationales. Et puis, il y avait celui qui a été mis en vente par un monsieur dont je ne vous dirai pas le nom, pourquoi, et qui avait dû le trouver et le garder à l'époque où, au fond, ces manuscrits étaient dans les tiroirs des bureaux du général de Gaulle à Londres. Monsieur Depeau, qu'auriez-vous fait de cette pièce si vous aviez pu la garder, si vous aviez décidé de la garder? Je l'aurais évidemment encadrée et mis à la meilleure place dans ma demeure, n'est-ce pas, afin que, ne fût-ce que pour mes fils et mes petits-enfants, ils se rappellent un peu de cette grande épopée. Mesdames et messieurs, notre édition est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.